Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau décor de Entre deux News. Ce soir, programme économique et social des candidats à la présidentielle ivoirienne du 25 octobre prochain. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce programme donne la parole aux candidats ou à leurs représentants pour présenter leur vision et leur projet de société. Hier, nous avons reçu sur ce même plateau le candidat Awa Dombelo. Ce soir, deux candidats sont représentés sur ce plateau. Les candidats Alassane Ouattara, Jean-Luc Billon et Henriette Lagou ne se sont pas représentés pour ce numéro. Transformer la vie quotidienne des Ivoiriens, c'est tout l'enjeu du débat. Ce soir, les représentants des candidats, comme les autres jours, n'auront pas le droit de s'interrompre pendant la prise des paroles, ils auront le même temps de parole et également ils n'ont pas le droit de se changer des paroles directement. Deux invités, Dr Adou Amadou Ouattara, il est membre de la direction nationale du MGC et de la campagne de Dr Simone Eivé Gbagbo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et sur ma gauche, Donatien Robé, membre de l'équipe de campagne du candidat Awa Dombelo. Il est également son conseiller technique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous Alors, remercie. dans la première partie de cette émission, nous parlerons d'abord des questions économiques, le programme économique des candidats. Et puis, dans une seconde partie, il sera question de la vision sociale de nos candidats à la présidentielle. Tout d'abord, première question adressée à chacun de nos invités. Quelle est la philosophie économique qui guide le programme de votre candidat? Je commence par vous, Dr Adou. Merci beaucoup. En deux mots, c'est souveraineté et transformation. Transformation locale, parce que nous faisons la promotion d'une économie olivier maîtrisée par les Ivoiriens eux-mêmes. Bien. Donatien Robé, la vision économique de votre candidat? Je dirais que c'est à peu près la même chose, parce que c'est la souveraineté économique. Permettre aux Ivoiriens de se réapproprier leur économie afin qu'ils soient beaucoup plus productifs et que la Côte d'Ivoire en profite. Bien, alors, une deuxième question, les priorités économiques de son mandat s'il est élu président de la République? Les priorités, il y en a plusieurs aujourd'hui, parce qu'il veut opérer une rupture avec ce qui se passait. Et donc, il y a beaucoup de chantiers à ouvrir. Et donc, déjà, on parle de la souveraineté de façon générale, économique, qui va permettre au candidat Dombelo, si demain, si le 25 il est président de la République, d'abord formaliser l'économie. Nous avons une économie qui est essentiellement informelle. Nous avons des emplois qui sont à 90% informels. Notre produit intérieur brut est généré à plus de 54% par le secteur tertiaire. Mais ce secteur tertiaire lui-même est composé à près de 50% de l'économie informelle. Donc il faut formaliser, parce que tous les pays développés ont en commun l'économie formelle. Et tous les pays en voie de développement, en tout cas qui ne sont pas développés, ont en commun l'économie informelle. Donc si nous voulons aller vers le développement, il nous faut formaliser l'économie. Il y a ça, il y a aussi que les secteurs essentiels de notre économie doivent désormais revenir aux Ivoiriens qui ont la compétence. Et c'est pourquoi le docteur Awa Dombelo parle de passer de l'économie agricole à l'économie des matières grises. Bien. Les priorités économiques pour docteur Simone Eivé Gbagbo? Nous avons la chance en Côte d'Ivoire d'être un pays producteur à un certain rang, au niveau mondial. Nous sommes premier producteur de cacao, tout de 5e producteur de café, producteur parmi les 7 premiers producteurs d'anacarde et d'autres produits de rente. Le problème, c'est que nous exportons de manière très brute ces productions. Et donc, une priorité pour Dr Simone Eivé Gbagbo sera d'organiser la transformation des produits au niveau local, de sorte que la Côte d'Ivoire n'importe pas systématiquement les productions brutes. Okay? J'ai parlé des produits agricoles, mais il y a également la question des mines, la question de l'énergie, en tout cas tout ce qui est produit en Côte d'Ivoire. Un programme très important sera mis en œuvre de sorte que, à un premier niveau, pour qu'il y ait de la valeur ajoutée, parce que l'une des causes de la pauvreté en Côte d'Ivoire, c'est aussi cela, le fait que la Côte d'Ivoire fonde son économie sur l'importation, vous savez, la balance commerciale. On importe de manière brute. Hier, vous avez reçu le candidat Don Melo, qui vous a expliqué, par exemple, que nous produisons du pétrole que nous vendons en brut, que nous rachetons
pour raffiner dans notre société ivoirienne de raffinage et puis naturellement, ça va impacter le produit. Le coût devient élevé. Voilà, naturellement. Et donc, il y a la transformation systématique, en tout cas parmi les piliers de la politique économique de Dr Simon Éveux-Gbagbo, la transformation systématique et qui parle de transformation systématique va parler naturellement d'industrialisation. L'industrie représente 22% du PIB. Dr Simon Éveux-Gbagbo pense que c'est peu. Sur 5 ans, elle envisage d'aller jusqu'à 30% au moins, de sorte à ce que la valeur ajoutée dont j'ai parlé la puisse bénéficier justement à tous les Ivoiriens. L'autre priorité, c'est la souveraineté. Nous avons dit que l'économie de la Côte d'Ivoire doit être entre les mains des Ivoiriens. M. Donatien Robé l'a signifié tout à l'heure. La souveraineté, c'est vrai, va au-delà de la production, de la maîtrise par les Ivoiriens des outils, des leviers de production et de commercialisation, mais c'est déjà un pas que de remettre aux Ivoiriens la possibilité de gérer eux-mêmes et leur production et la commercialisation de ces productions-là. Vous savez, en Côte d'Ivoire, par exemple, on importe 50% de la viande que nous consommons. On importe autour de 70% de la volaille, du poisson que nous consommons. Alors que nous avons des possibilités, nous avons des terres arables, nous avons des eaux, des surfaces d'eau, nous avons des possibilités de faire de la pisciculture, de faire de l'agriculture. L'un des piliers un autre pilier, c'est la souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire sera confiée aux jeunes, justement, et permettra de résoudre les questions d'emploi. Nous y reviendrons, j'espère. Bien. Et il y a également la place que vos différents candidats accordent au secteur privé dans la création de richesses et d'emplois. On commence par vous. Oui, effectivement. Vous savez, il est communément admis que l'État ne peut pas absorber tout le monde. L'État ne peut pas donner du travail à tout le monde, pour le dire de façon très simple. Et donc, le secteur privé sera fortement mis à contribution. Tout à l'heure, j'ai parlé de 22% de l'industrie qui devra passer au moins à 30%. Ce sont des initiatives qui seront confiées au secteur privé. Nous encourageons et nous allons encourager vivement les initiatives privées. Vous savez, c'est pour cela qu'en matière d'éducation, Dr Simon Éveux-Gbagbo pense qu'il faut plutôt mettre l'accent sur la formation professionnelle et technique au lieu de la formation générale. Pour un pays qui veut se construire, pour un pays qui veut se développer et qui a des ressources, la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, pour nous, pour la candidate Dr Simon Éveux-Gbagbo, n'est pas vraiment valorisée. Okay? Et quand les jeunes auront les compétences, les qualifications requises par la formation professionnelle, par la formation technique, ces jeunes seront accompagnés par des fonds. Et donc, il y aura des initiatives privées, tant au niveau agricole que dans d'autres secteurs. Et donc, le privé aura sa place, mais la plus grande place dans l'économie, dans la production des richesses en Côte d'Ivoire. M. Robé a bien fait de dire que le taux d'informalité de l'emploi en Côte d'Ivoire, c'est autour de 90%. La formalisation de toutes ces activités-là, nécessairement va impacter le secteur privé. L'État va accompagner, mais l'État ne va pas récupérer les initiatives privées. Et donc, le privé est effectivement au cœur de la politique économique. Bien. Donatien Robé, quelle place vous accordez au secteur privé dans votre programme si vous êtes élu président de la République, si votre candidat, bien sûr. Quand je dis vous, il s'agit de votre équipe. Allez-y. Oui, merci. Bon, vous voyez qu'il y a une convergence de vues avec le représentant de Mme on a quand même affaire à des candidats de la gauche. Nous sommes Cette tous convergence de gauche, est naturelle. nous sommes souverainistes. Vous voyez qu'il y a une convergence de vues, il n'y a pas vraiment de différence. Le candidat Ouadon Melo veut d'abord opérer une rupture monétaire. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse avoir sa monnaie, ou il faut qu'on aille vers l'éco, en fait. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui était l'obstacle. Si demain il est élu, évidemment, on va opérer cette rupture monétaire qui va permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier pleinement de sa politique monétaire. Bien. En quoi le franc CFA est un problème pour le secteur privé ivoirien? Non, pas seulement le secteur privé. Bien, nous sommes présentement sur votre proposition pour rendre plus compétitif le secteur privé ivoirien, pour créer plus de richesses nationales. Le secteur privé ivoirien est dominé par l'informel. Et donc, il va de façon beaucoup plus pragmatique faire en sorte qu'on puisse formaliser cette économie-là. Mais vous savez, le problème, quel est l'obstacle à la formalisation de l'économie, c'est que nous avons
des charges sociales qui sont très importantes. Et Awa Domelo va faire en sorte que toutes les entreprises, par exemple, de moins de 5 salariés, voient leurs charges sociales baisser pour qu'elles gagnent en compétitivité. Et même les autres entreprises, au-delà de 5 salariés, vont voir leur charge salariale augmenter. Est-ce que ce n'est pas de la théorie? Comment y arriver? C'est pas compliqué pour baisser les charges sociales. Par quel mécanisme? Oh, écoutez, quand le président Ouattara est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté les charges sociales, notamment les charges de retraite. Il a fait une réforme paramétrique en 2012. Donc, on peut bien le faire. S'il a fait une réforme pour augmenter les charges sociales des entreprises, on peut faire aussi une réforme pour les baisser. Voyez-vous, aujourd'hui, l'ensemble des charges sociales liées à la retraite, par exemple, du salarié et de l'employeur, sont passées de 8 à 14%. Parce que du simple au double. Mais quand vous augmentez les charges sociales des entreprises, inévitablement, vous augmentez le coût de la vie parce que les entreprises vont répercuter sur le prix de vente et elles perdent en compétitivité. C'est ce problème-là que veut régler le docteur Awa Domelo parce qu'il faut lever ce frein-là à la formalisation de l'économie qui passe nécessairement par la réduction ou la suppression des charges sociales des entreprises ivoiriennes. Bien. Parce que son objectif, c'est de faire en sorte que l'économie puisse être aux mains des Ivoiriens. Donc il faut formaliser ces Ivoiriens qui sont dans l'informel, justement, en faisant en sorte qu'ils puissent avoir moins de charges sociales et que tout soit déclaré dans les caisses sociales. Bien. La prochaine question, c'est comment vos candidats entendent-ils rééquilibrer les disparités régionales dans la répartition des investissements? Alors, déjà, le candidat Awa Domelo veut formaliser l'économie informelle qui est en zone rurale. C'est très important parce que vous voyez, l'agriculture aujourd'hui est informelle. Pourquoi informelle? Parce que les paysans n'ont même pas de terre pour, on va dire, des terres qui sont à leur nom. Ils n'ont pas de propriété au niveau des terres. Donc il faut leur permettre de posséder leur terre, il faut leur permettre d'avoir des titres de propriété, c'est l'expression que je cherchais, et leur permettre, une fois qu'ils ont ce titre de propriété, ils pourront sortir de l'informel, devenir des fermiers, comme il a dit. Et au niveau, par exemple, de l'informel, le candidat Awa Domelo veut créer ce qu'il a appelé des villages économiques. Et à l'intérieur de ces villages économiques, il y aura des cases économiques. Voyez-vous, l'objectif, c'est de permettre à toutes ces personnes qui sont dans l'informel d'être opérationnelles, de sortir de l'informel et désormais, parce qu'une fois que vous sortez de l'informel, vous avez un emploi à part entière, parce que vous allez cotiser pour votre protection sociale, c'est essentiel. Cela va permettre à tous les Ivoiriens, quel que soit leur lieu de résidence, qu'ils soient à Abidjan ou à l'intérieur du pays, d'avoir un travail décent et de faire en sorte qu'ils puissent avoir des perspectives à long terme. Bien. Docteur Adou, comment vous réagissez sur la question de rééquilibrage des disparités régionales dans la répartition des investissements en Côte d'Ivoire? Nous posons d'abord le problème de la formation, de la qualification. Les Ivoiriens que Dr Simon Babo veut mettre au travail doivent avoir des qualifications. Okay? Et pour cela, il y aura la construction dans chaque région d'établissements, de lycées, de centres de formation professionnelle et technique qui puissent adresser effectivement les questions de développement des régions. Vous savez, on a dans nos régions des cultures, je prends encore l'exemple de l'agriculture. Par exemple, dans le nord-est, à Bondoukou, on produit en grande quantité de l'anacarde et il n'y a aucune formation qui soit adressée à la question de l'anacarde, ne serait-ce que dans sa commercialisation. De sorte que les producteurs d'anacarde de la région de Bondoukou subissent les déshydratats des acheteurs qui viennent d'ailleurs, parce que personne parmi eux n'a été formé, ne serait-ce qu'à vendre, à combien plus forte raison à transformer. Et donc, cette question sera réglée à ce niveau. Deuxièmement, vous savez que, parce que nous sommes partis de gauche, parce que nous sommes souverainistes, mais parce que nous pensons que l'État doit assumer pleinement son devoir de protection de la population, nous mettons un accent sur la décentralisation. Et donc, il y aura un fonds de développement pour la décentralisation. À partir de ce moment-là, les répartitions des richesses générées par la Côte d'Ivoire pourra mieux être transparente. Chaque région pourra bénéficier de celles qui produisent plus. Viendront, je le dis de façon très simple, viendront en appui à celles qui ne produisent pas plus, parce qu'on a des zones où la production est vivrière,
et n'a pas de valeur ajoutée autant que des zones qui ont des productions de rente qui ont plus de valeur ajoutée. Et donc, cet équilibrage-là, qui sera géré par le fonds et par les collectivités territoriales liées à la décentralisation, pourra justement permettre d'équilibrer les investissements dans le pays. Et puis, nous entendons, avec la candidate Dr Simone Evegbagbo, créer des agropoles dans toutes les régions. Donc, passer, comme le candidat Dom Melo le dit, passer de l'économie de... Nous ne nous pas passer de l'économie agricole à l'économie des matières grises, passer de l'économie des matières brutes à l'économie des matières grises. Mais nous disons que chaque région bénéficiera d'investissements pour des usines, on va le dire comme ça, pour des usines qui permettront de transformer à leur niveau les productions sur place. Bien. Il y a également la question de la croissance inclusive. On est tous d'accord sur le volet macroéconomique. La Côte d'Ivoire présente de bonnes performances ces dernières années. Mais sur les questions dites microéconomiques, ces questions divisent les Ivoiriens, notamment les personnalités politiques de différents bords. Quelle stratégie pour garantir une croissance inclusive qui profite et qui profitera à tous les Ivoiriens? On commence par vous, Dr Adou. La croissance au niveau macroéconomique ne profite pas aux Ivoiriens parce que les fonds sont rapatriés. Ces fonds sont rapatriés parce que ces fonds sont détenus par les multinationales qui sont installées, pour certaines qui ne paient même pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Et donc, la transformation locale par des champions ivoiriens, par des initiatives privées détenues par des Ivoiriens, va permettre de régler le problème au moins à ce niveau-là. Au moins à ce niveau-là. Et donc, la croissance et l'implication des populations va assurer l'inclusivité de cette économie. Parce que, vous savez, on subit, excusez-moi l'expression, on subit des politiques économiques qui ne s'adaptent pas toujours aux réalités des populations qui les vivent. Les intégrer dans les prises de décision, dans la production, dans la transformation et dans la gestion, c'est rendre inclusive cette économie et c'est diversifier les possibilités de la Côte d'Ivoire. Bien. Donatien Robert, quelle stratégie pour garantir une croissance inclusive qui va profiter à tous les Ivoiriens? Encore une fois, comme l'a dit le représentant de Simone Gbagbo, c'est parce que notre économie est dominée à plus de 90%, en tout cas en termes de produits intérieurs bruts, par les multinationales. Et toutes les ressources financières sont rapatriées dans les pays d'origine de ces entreprises-là, ce qui fait que les Ivoiriens, c'est vrai qu'on voit un produit intérieur brut qui est assez important, mais que gagnent les caisses de l'État? En réalité, aujourd'hui, nous avons une pression fiscale qui tourne autour de 14%, alors que l'UEMOA demande au moins 20% de pression fiscale. Mais parce que, par exemple, vous voyez que nous avons un cours des investissements qui est très avantageux pour les investisseurs. D'ailleurs, ce cours des investissements crée une sorte d'effet d'aubaine, parce qu'on donne de l'argent à des entreprises étrangères pour venir investir en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ce coût des investissements a été évalué pour savoir que, finalement, ces mêmes personnes, ces mêmes entreprises auxquelles on donne de l'argent, est-ce qu'elles n'auraient pas investi si on ne leur donnait pas de l'argent? Parce que, d'ailleurs, ce coût d'investissement, il est tellement flou. Et quand c'est flou, généralement, il y a un loup derrière. Qu'est-ce qui vous dit que ce coût d'investissement est flou? C'est parce que je l'ai lu. Si vous le lisez, vous allez vous rendre compte que il est flou, je vous invite à le lire. Déjà, non, mais c'est vous qui dites que ce code est flou. Un code des investissements, d'abord, au niveau des impôts, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir un code, une loi fiscale de régime général qui concerne tout le monde. Mais quand on essaie d'abord, il y a plusieurs zones. C'est-à-dire que pour bénéficier de ces réductions fiscales ou de ces crédits d'impôt, il faut être dans une certaine zone. Il y a 3 zones, il y a 2 catégories. Il y a plusieurs éléments, en fait, ce qui fait qu'on crée ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'on favorise cela. Et les entreprises, pour ne pas payer des impôts, vont aller s'installer là où il y a moins d'impôts, où on peut avoir des réductions. Et cela fait que la Côte d'Ivoire perd beaucoup d'argent. Je vous dis qu'aujourd'hui, on ne connaît même pas la dépense fiscale en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien dépense l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à ces investisseurs-là de venir en Côte d'Ivoire. Normalement, il y a tous ces avantages pour permettre aux entreprises, aux investisseurs, de créer des emplois en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on a fait le point de ces créations d'emplois?
vous voyez que ce code des investissements, pour nous, est un effet d'aubaine pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent pour ce qu'elles auraient pu faire, même s'il n'y avait pas ces avantages-là. Et puis, ce code des investissements favorise la fuite des capitaux parce qu'il permet aux investisseurs de rapatrier tous leurs capitaux. C'est un problème. Finalement, on crée de la richesse, mais c'est de l'argent qui sort. Donc, pour avoir cette croissance inclusive, d'abord, je complète pour dire que le président Ouattara n'a pas fait des réformes structurelles pour avoir cette croissance économique, parce que n'oubliez pas qu'on est parti de 2012. En 2012, moi je veux bien, malheureusement les représentants du RHDP ne sont pas venus. Ils ont été invités sur ce plateau. Moi, personnellement, ils m'auraient dit quelles sont les réformes structurelles qui ont permis à la Côte d'Ivoire de créer la croissance économique qui existe. À partir de 2012, il n'y a pas eu de réforme, à ma connaissance. Si vous en savez, vous pouvez m'en parler. Mais il n'y a pas eu de réforme. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a eu cette croissance économique de façon normale. Pourquoi? Parce qu'il y a des études, il y a des travaux qui existent qui disent que tous les pays qui sortent de guerre, après, quand la paix revient, il y a un cycle de croissance de longue durée qui s'ouvre. Vous allez voir que le Rwanda, après la guerre civile, a connu un long cycle de croissance économique. L'Ouganda, en 1987, a connu un long cycle de croissance économique. À côté de nous, le Libéria a connu un long cycle de croissance économique. À côté, la Sierra Leone aussi. Vous voyez, tous ces pays qui sortent des guerres, parce que vous voyez, quand il y a une guerre dans un pays, on appelle ça l'effet d'homme de guerre. Je vous invite à lire les travaux de Paul Collier, un économiste anglais. Il explique de façon assez magistrale, quand il y a une économie, quand il y a une guerre, l'économie se contracte. Voyez-vous, on parle alors d'effet d'homme de guerre. Et quand la pression baisse, évidemment, l'économie se dit qu'on peut consommer maintenant. Parce que vous n'allez pas me dire que pendant la guerre, vous allez pouvoir acheter une voiture. Pendant la guerre, personne ne consomme. Tout le monde est prévoyant. Pendant la guerre, aucune entreprise n'investit. Mais dès que la guerre prend fin, donc dès qu'il y a la dissipation de l'effet d'homme de guerre, l'économie se décontracte et tout le monde commence à consommer. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc on a fait comme le président Ouattara est au pouvoir, là, c'est lui qui dirige, évidemment, on a fait que dire que c'est lui qui est le responsable de cette guerre. Non, la consommation ivoirienne, à 90%, génère notre PIB, à plus de 70%. Ça veut dire que la croissance ivoirienne, ce sont les Ivoiriens qui la supportent, parce que c'est la consommation qui supporte la croissance économique. Bien. Docteur Adou, un mot sur ce point. Je partage parfaitement cet avis. En plus du fait que des réformes structurelles n'aient pas été entreprises, malheureusement, je regrette également qu'ils ne soient pas là pour se défendre sur ce dossier-là. Il y a que on a donné plus d'importance à la macroéconomie qu'à la microéconomie. Le taux de croissance de la Côte d'Ivoire qui va à 7%, pendant que l'Ivoirien lambda ne peut pas se payer 1 kilo de riz. On nous parle de croissance. Effectivement, quand on regarde les chiffres, il y a de la croissance. Mais dans l'assiette de l'Ivoirien, il n'y a pas de croissance. Le prix du loyer qui augmente, quand on lui parle de croissance, il ne peut pas comprendre. Et donc, il y a ce problème-là aussi qu'il faut relever. Bien. Et j'insiste pour dire, malheureusement, ils ne sont pas là pour se défendre parce que c'est eux qui avaient un bilan dit inattaquable à défendre. Et malheureusement, on n'a pas de la contradiction. On espère qu'ils seront là les prochains jours. Demain, nous parlerons des programmes en termes de gouvernance. Et jeudi, il sera question de la politique jeunesse des différents candidats. Alors, prochaine question pour vous, c'est la question du salaire minimum et du pouvoir d'achat des Ivoiriens, qui est aussi une question très centrale. Est-ce que votre candidat prévoit une révalorisation à ce niveau? Docteur Simon Evé Gbagbo ne pose pas le problème au niveau du salaire minimum, mais pose le problème au niveau du pouvoir d'achat. Parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on dit le salaire minimum, c'est 75 000 francs. Nous sommes tous Ivoiriens. C'est une évolution. Avec 75 000 francs qui peut vivre. Et puis, il y a combien d'entreprises ou combien de PME, combien d'employés? Quand on était à 60 ou 35 000 francs CFA, aujourd'hui 75 000 francs, et que vous dites avec 75 000, est-ce qu'on peut vivre à Abidjan? C'est une grosse interrogation. Quand on était à 60 000 francs, le niveau de vie n'était pas aussi élevé.
Quand on était à 60 000 francs, la maison qui coûte aujourd'hui 150 000 ne coûtait pas 150 000. Je ne nie pas qu'il y a eu une augmentation. Passer de 60 000 à 75 000, c'est naturellement une augmentation. Mais je veux dire que le problème n'est pas là. Le problème, c'est le pouvoir d'achat au-delà de... Parce que quand on dit qu'on a fixé le salaire minimum intégré, le SMIC à 75 000 francs, ça ne résout pas véritablement le problème. Sinon, tous les Ivoiriens seraient heureux. Pourtant, les Ivoiriens continuent de se plaindre. Okay? Et quoi donc, faire c'est le pouvoir... pour résoudre ce problème de pouvoir d'achat des Ivoiriens? Justement, quand des valeurs seront ajoutées à la chaîne de production, à la chaîne de consommation, à la chaîne de transformation, justement, le pouvoir d'achat sera... Et tout à l'heure, j'ai dit que nous importons plus de riz que nous produisons en Côte d'Ivoire. Quand le riz sera produit en Côte d'Ivoire, vous verrez que les prix ne seront pas ceux qui sont pratiqués aujourd'hui. À partir de ce moment, ce qu'on appelle la cherté de la vie va connaître une baisse. Quand nous serons maîtres de notre pétrole, nous allons le produire, nous n'allons pas le vendre de façon brute, nous allons le transformer, le prix du fioul dans les stations-service va baisser. Et donc, le pouvoir d'achat va augmenter parce que le niveau de vie la cherté de la vie va baisser. L'inflation qu'on nous dit aujourd'hui relativement régulée va connaître, je pense, une meilleure régulation. Bien. À partir de ce moment, je pense que le problème pourrait être réglé. Donatien Robé, que propose le candidat Awa Don-Melo pour, on va dire, élever le pouvoir d'achat des Ivoiriens? Alors, je voulais revenir sur la question du SMIC. Alors, c'est vrai que depuis 2013, le président Ouattara a augmenté le SMIC. Mais si vous avez remarqué que quand on a augmenté le SMIC, le coût de la vie a augmenté. Pourquoi? Parce que quand vous augmentez le SMIC... On dirait que le coût de la vie avait même augmenté avant l'augmentation. Non, mais je veux dire, la hausse du SMIC... alors, je ne suis pas contre, mais déjà le SMIC, quand on l'augmente, il profite à qui? Environ 10% de ceux qui sont dans l'économie formelle, c'est eux qui en bénéficient. Tous ceux qui sont dans l'économie informelle n'en bénéficient pas. Ça, c'est d'un. De deux, quand vous augmentez le SMIC, toutes les études disent que tous les salaires autour du SMIC, qui font 1,5 fois le SMIC, augmentent pour éviter ce qu'on appelle l'écrasement de la hiérarchie des salaires. Vous êtes là, vous êtes salarié ici, sans doute vous êtes rédacteur en chef, vous avez un adjoint. Vous avez un salaire bien précis en tant que rédacteur en chef, et votre adjoint a un salaire et un autre salaire. Ça veut dire que quelque part, vous avez un salaire qui est supérieur à celui de votre. Quand on augmente le salaire de votre adjoint, sans doute, on va dire qu'il est au SMIC, qu'est-ce qui va se passer? Votre employeur est obligé de bouger votre salaire. Parce que s'il ne le bouge pas, il aura écrasement. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec le même salaire que celui qui est votre adjoint. Dans toutes les entreprises, c'est comme ça. Quand vous augmentez le SMIC, le chef de service ou dans une usine, le chef de service est obligé, de voir son salaire augmenter, parce que si ça n'augmente pas, il va demander à son chef d'augmenter son salaire parce que celui qui est l'ouvrier, pour qui il est un chef d'équipe, cet ouvrier-là voit son salaire augmenter. Je veux dire quoi? Quand vous augmentez le SMIC, il y a une sorte d'augmentation en cascade de tous les salaires autour du SMIC. Ce qui fait que l'employeur se retrouve avec des charges salariales élevées. Ça, c'est d'un. Il se retrouve avec des charges sociales élevées. Pourquoi? Parce que les cotisations sociales sont assises sur le salaire brut. Il se retrouve donc avec des charges élevées. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne se pose pas de questions et répercute sur le prix de vente. À partir du moment où il répercute sur le prix de vente, c'est le consommateur final qui en subit les conséquences. Donc, le président Ouattara a augmenté le SMIC, mais déjà, économiquement, ce n'est pas significatif parce qu'il y a autour de 10% de personnes qui en bénéficient dans le secteur formel. Et puis, ça n'a pas de portée véritablement économique parce que ça annule la hausse qu'on devait voir parce que, en temps, le coût de la vie augmente. Bien. Alors, il y a la question de l'agriculture dans cet aspect. Alors, allez-y rapidement. J'avais pas fini sur le pouvoir d'achat. Alors, je vais vous dire, par définition, un salaire ne suffit pas. Si vous avez un salaire aujourd'hui, vous allez, on va dire, aligner votre niveau de vie sur votre salaire. Dans des pays comme la France, par exemple, où on a 14% de taux de pauvreté, la protection sociale, s'il n'y avait pas de protection sociale, on aurait eu 24%. C'est-à-dire que la protection sociale baisse de 10 points le taux de chômage, le taux de pauvreté.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut augmenter le pouvoir d'achat des populations, il faut que nous ayons une politique sociale assez protectrice qui va permettre aux Ivoiriens, face au coût de la vie, parce que la santé coûte cher, l'école qui est privatisée coûte cher. Et évidemment, si on a des aides, comme veut le faire Awadon Melo, si on a des aides, si l'État s'investit, s'engage financièrement à aider les populations, surtout les masses populaires, évidemment, il y aura le coût de la vie qui va augmenter parce que il a une protection sociale qui peut amortir les chocs sociaux. Voyez-vous? Donc, cela qu'il faut comprendre, il ne suffit pas d'augmenter le salaire minimum pour que les Ivoiriens puissent voir le coût de la vie baisser. Non, il y a beaucoup de choses. Par exemple, on pouvait baisser les charges sociales sur le SMIC, on ne l'a pas fait. On a augmenté le SMIC sans mesure d'accompagnement. Évidemment, c'est l'effet contraire. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que augmenter le SMIC économiquement, ça a une portée de façon à réduire les charges des entreprises. Bien. Des Ivoiriens. Merci Donatien Robé. On va rapidement parler maintenant, on va aller rapidement sur ce point, agriculture. L'agriculture qui est un pilier de l'économie ivoirienne. Comment valoriser davantage les filières café-cacao quand on sait que nous sommes premier producteur mondial de cacao. Depuis quelques jours, le kilogramme de cacao ivoirien est fixé à 2800 francs CFA. Réaction sur ce nouveau coût du cacao et puis comment vous comptez revaloriser ce secteur. 1 minute 30 chacun. Pourquoi à l'approche des élections? C'est une question légitime qu'on se pose. Pourquoi 2800 pendant que d'autres à côté de nous font 5000, font 4000, font 3000? Donc pour moi, c'est une action électoraliste. Bien. Et quel mécanisme pour pouvoir avoir des prix que vous dites compétitifs comme ceux de d'autres pays, le Cameroun ou encore le Ghana? La Côte d'Ivoire, premier pays producteur du cacao, subit les aléas des coûts mondiaux. Donc, Dr Simon Hervé Gbagbo, une fois au pouvoir, ne va pas, on l'a dit, on l'a déjà dit, donc ne va pas vendre de façon brute, mais va créer des infrastructures de stockage et de conditionnement pour ne pas justement que nous subissions les desiderata des coûts mondiaux. Okay? En plus de cela, nous sommes actuellement en Côte d'Ivoire dans une agriculture extensive, pardon. Nous allons, la proposition de Dr Simon Hervé Gbagbo est de passer d'une agriculture extensive à une agriculture. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on occupe beaucoup d'espace pour pouvoir produire plus. Je connais des petites structures qui produisent, depuis que moi je les connais, sur les mêmes espaces, qui n'agrandissent pas, qui produisent, mais qui augmentent en quantité. Et donc, c'est possible. Et cela sera possible par la mécanisation, par la modernisation et la mécanisation de l'agriculture. À partir de ce moment-là, la charge de travail sera moindre, la production va être élevée. Nous allons encourager les instituts qui existent. Je salue au passage le CNRA qui fait vraiment de la recherche très bonne. Malheureusement, les résultats de cette recherche-là ne sont pas... Toute la population n'y a pas accès. Voilà, tout le monde n'a pas accès aux espèces améliorées par le CNRA, par d'autres instituts qui existent, qui sont financés par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, leur capacité de production sera renforcée, de sorte à ce que tous les planteurs puissent bénéficier de ce qui sort de leur laboratoire. Et puis, Dr Simon Hervé Gbagbo prévoit de créer un fonds de garantie agricole qui sera financé justement par les productions agricoles, de sorte à soutenir, à un moment donné, les déséquilibres qui pourraient se présenter. Bien. Donatien Robé, comment votre candidat compte revaloriser davantage cette filière aussi importante? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la filière café-cacao, il y a des multinationales qui servent d'intermédiaires, qui achètent aux producteurs et qui vont vendre à l'étranger. L'objectif du candidat à Awadon Melo, c'est de faire en sorte que cette filière-là, que dans cette filière-là, les exportateurs soient eux-mêmes, soit les paysans, en fait, qui vont s'organiser en coopérative, ou ça existe déjà sous Laurent Gbagbo. L'objectif, c'est qu'eux-mêmes, quand ils s'organisent et ils vont vendre leurs produits, évidemment, c'est au prix réel, international. Donc, aujourd'hui, selon ce que le docteur Awadon Melo était sur votre plateau, il a dit, c'est autour de 6 000 milliards que récupèrent tous ces intermédiaires-là. Et c'est de l'argent qui pouvait rentrer dans l'économie ivoirienne, on va dire financer l'économie ivoirienne, faire en sorte que les paysans puissent vivre dans de très bonnes conditions. Donc, la réforme majeure dans la filière agricole, surtout le café-cacao, c'est que les agriculteurs, qui seront désormais des fermiers, comme il a dit sur votre plateau,
ces fermiers-là vont récupérer cette filière-là, eux-mêmes s'organiser pour vendre leurs produits à l'exportation. Évidemment, ils y gagneront parce qu'ils vont le vendre au prix international. Bien. Merci, Donatien Robé. Nous allons marquer une courte pause. Normalement, nous sommes au terme de cette première partie consacrée à la politique économique des différents candidats, mais nous n'avons pas pu aborder la question des finances publiques et de la dette. Donc, juste après la pub, quand nous allons revenir sur ce plateau, je vous accorderai du temps chacun pour parler de votre vision, comment arriver à régler cette question aussi importante, la dette publique en Côte d'Ivoire. C'est l'heure de la réclame publicitaire. Voilà, de retour de la pub, nous sommes dans Entre deux news spéciales présidentielles ivoiriennes. Dans cette émission, nous recevons chaque soir des candidats ou leurs représentants pour parler de leur programme de société. Ce soir, sur 5 invitations, comme le souhaite la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, que 2 candidats ont décidé de se faire représenter sur ce plateau. Je tiens à rappeler que chaque soir, nous sommes là pour parler de la vision des candidats jusqu'à la fin de la période de campagne électorale. Avant la pub, nous étions en train de parler de la politique économique des différents candidats. Nous allons rapidement, en 5 minutes, terminer avec cet aspect de notre émission. Tout d'abord, c'est maintenant la question de la dette publique. Comment votre candidate Simone Gbagbo compte régler ce problème? Avant de dire comment Dr Simone Gbagbo compte régler le problème, je voudrais vraiment regretter sur ce sujet l'absence du représentant ou de la représentante du candidat Alassane Ouattara. Vous savez, dans cette Côte d'Ivoire, la dette à un moment donné a été de 6 000 milliards et le candidat Alassane Ouattara, qui n'était pas encore président, avait dans ses propos dit que c'était une aberration. C'était trop élevé, je ne vais pas revenir sur les thèmes qui ont été utilisés. Et devenu président, la dette passe de 6 000 milliards à presque 32 000 milliards. J'aurais vraiment souhaité qu'il soit là pour nous expliquer. Vous savez, on est tous d'accord qu'un pays ne peut pas se développer sans s'endetter. La dette n'est pas le problème, s'endetter n'est pas le problème. C'est comment on gère la dette et pourquoi on s'endette qui est le problème. Okay? Aujourd'hui, quand on regarde le train de vie de l'État, ça pose un problème au niveau de la dette. Et donc, Dr Simone Gbagbo, une fois président, va faire l'audit de cette dette. Parce qu'il faut qu'on sache où cet argent qui a été emprunté et qui sera payé par le contribuable ivoirien, il faut qu'on sache où c'est rentré. Vous savez, on a des institutions qui sont, de notre point de vue, pas très utiles pour la Côte d'Ivoire. Les ministres-gouverneurs, pendant qu'on a des présidents de conseils régionaux, pendant qu'on a des préfets, pendant qu'on a des maires, on a encore des ministres-gouverneurs. Jusque-là, on ne sait pas concrètement. On a le Sénat qui, de notre point de vue, n'est pas utile. Et donc, ces institutions seront supprimées, justement, pour diminuer le train de vie de l'État. Le train de vie même des acteurs du gouvernement. Vous savez, dans cette Côte d'Ivoire, on voit quand un ministre se déplace, on sait un peu de quoi il s'agit. Je ne veux pas dire des choses, voilà, mais ce train de vie va diminuer. Et donc, la dette sera auditée. Mais la Côte d'Ivoire a contracté des dettes d'un certain niveau pour investir dans son développement, ce qui est normal. À partir du moment où il y a de la richesse locale, on n'aura pas besoin de contracter certaines dettes. Je répète que un pays ne peut pas se développer sans s'endetter. Vous savez, on emprunte, moi je trouve aberrant d'emprunter des centaines de millions pendant qu'à côté on a un budget de souveraineté de près de 400 milliards, par exemple. On a une flotte du président qui se renouvelle chaque année. C'est des dépenses inutiles. Et donc, on s'interroge. Il y a à s'interroger, il y a à réformer justement l'économie. Et si l'économie est réformée, vous allez voir naturellement que la Côte d'Ivoire n'aura pas besoin de s'endetter. Dans cette Côte d'Ivoire, on n'a pas investi dans l'humain. Le mouvement des générations capables pense que la politique d'endettement n'a pas regardé l'humain. On s'est endetté pour investir dans des infrastructures, ce qui est juste. Mais il y a eu beaucoup de surfacturation dans ces infrastructures. Il y a eu, par exemple, une expression en Côte d'Ivoire qui est ce qu'on appelle le bitume biodégradable. Donc, quand on a emprunté pour financer la construction de routes et que les routes sont mal faites et qu'avant leur mise à disposition des populations, elles sont dégradées, on va continuer de s'endetter pour les réparer. Il y a eu beaucoup de scandales dans cette Côte d'Ivoire de détournement. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout cet argent est rentré où? Et la Côte d'Ivoire continue de vivre. Malheureusement, ils ne sont pas là pour répondre à ces questions-là. Bien, voici toute l'importance de répondre aux invitations des médias. Cela n'est pas propre qu'à Reflet TV. Nous, médias, durant cette période des campagnes, avons vraiment des difficultés à
à recevoir certains candidats ou leurs représentants malgré les nombreuses invitations. Nous vous prions de bien vouloir répondre à nos invitations pour pouvoir permettre aux Ivoiriens d'avoir également vos différentes versions sur ces sujets qui sont abordés pour question d'équité dans les médias. Alors, Donatien Robé, quelle est la position de votre candidat sur la dette publique et les grands emprunts extérieurs? Alors, disons que quand les Ivoiriens, vous voyez la loi de finances 2026, quand les Ivoiriens voient budget de la Côte d'Ivoire, 17 000 milliards, ben, ils se disent qu'il y a beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, ce pays est riche. Évidemment, la Côte d'Ivoire est riche. Mais quand vous avez autour de 40% du budget qui est constitué de dettes, il y a un problème. C'est-à-dire que vous, demain, si dans vos charges mensuelles, si vous avez un budget pour vivre, si dans ce budget, il y a 40% de dettes, c'est que vous devez vous inquiéter. Parce que quand dans votre budget, vous avez une dette qui est si élevée, ça veut dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. La bonne des choses, c'est de baisser vos charges, vos dépenses. C'est vraiment le minimum. Et on se rend compte que, par exemple, la Côte d'Ivoire, tous les ans, dépense plus de 70% de ses recettes propres, c'est-à-dire les recettes fiscales, dans le remboursement, dans le service de la dette. C'est-à-dire que ce que vous avez comme somme d'argent, on va dire votre salaire, sur votre salaire, vous prenez 70% pour rembourser vos dettes. Là encore, vous devez vous inquiéter, parce que finalement, vous n'avez plus rien pour vivre. Et quand au service de la dette, vous rajoutez les salaires, vous êtes à plus de 100% de service de la dette, 100% des dépenses, on va dire, par rapport à ce que vous gagnez. Il faut quand même savoir que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens. La Côte d'Ivoire s'endette, c'est vrai, comme l'a dit le représentant de Simone Gbagbo, on a besoin de la dette. Personne ne nie cela. On a besoin de la dette. Mais la Côte d'Ivoire s'endette à un rythme qui effraie, qui hypothèque l'avenir des nouvelles générations. Ce n'est pas normal. Et Awadon Melo veut se lancer dans une phase de désendettement. Parce que tant qu'on a cette dette-là, on ne peut pas réellement faire quelque chose, on ne peut pas développer la Côte d'Ivoire. Donc il faut se lancer dans une phase de désendettement de façon à ce que nous remboursons baisse et que, bon. Vous savez, la Côte d'Ivoire s'endette sur le marché depuis un moment. Mais vous savez que les taux sur les marchés, ça fait 6%, 7%, peut-être plus, avec une prime de risque qui est très élevée. Mais une croissance économique, nous avons la croissance économique. Normalement, la croissance économique permet de baisser le déficit budgétaire. On ne peut pas avoir une croissance économique et tous les ans, on s'endette. Tous les ans, on s'endette. À quoi sert la croissance économique? C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a de la croissance, on crée de la richesse, mais l'argent sort. Qui fait qu'on a, comment on appelle ça, une pression fiscale qui n'est pas élevée. Là où l'UEMOA nous demande au moins 20%, nous avons 14%. On ne respecte pas les critères de l'UEMOA. On ne respecte même pas les 3% du déficit budgétaire. Tous les ans, depuis 5 ans maintenant, à chaque nouveau budget, on va descendre, mais ça augmente tout le temps. Ça augmente la pression. Mais même, on n'est jamais arrivé en dessous des 3%. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous vivons au-dessus de nos moyens. Il faut que ça change, parce que là, on compromet l'avenir des générations à venir. Merci, Donatien Robé. Alors, on ne peut pas parler économie sans parler politique sociale des candidats. Alors, dans cette partie, commençons d'abord par éducation et formation. Quelle est la vision éducative de votre candidate, Simone Gbagbo, pour les 5 prochaines années? Et quelle est votre lecture du niveau de l'éducation nationale aujourd'hui? Docteur Simone Gbagbo, le mouvement des générations capables est d'avis avec tous les Ivoiriens qui pensent que l'école va mal. Les états généraux qui ont été organisés par le gouvernement ont donné des résultats qui prouvent justement que l'école va mal. L'école va mal pour plusieurs raisons. Et donc, les solutions seront à plusieurs niveaux. D'accord ? L'école va mal parce qu'il y a insuffisance d'infrastructures d'accueil. On a encore aujourd'hui, dans des établissements, des effectifs jusqu'à 80%. Tout à l'heure, je lisais le lycée moderne 1 et 2. Il y a jusqu'à 80 élèves oui, par classe. 80 élèves, oui. J'ai dit 80%, je m'excuse. Il y a jusqu'à le lycée moderne 1 et 2 de Bondoukou. Via les 2 proviseurs a lancé un appel pour recevoir des bancs
Parce que dans les classes de 6e, on va jusqu'à 80 élèves. Aujourd'hui, dans la plupart des écoles, même à Abidjan, on a la double vacation. Ça veut dire qu'il y a un problème d'infrastructure. Donc, les classes sont insuffisantes. Dr Simone Évêque Gbagbo, une fois au pouvoir, va réduire les effectifs en accroissant justement les capacités d'accueil. Nous envisageons construire 3600 classes par an, de sorte qu'au bout des 5 ans, on ait réglé le problème pour réduire les effectifs dans les classes pour arriver au maximum à 40, sinon l'idéal serait 30. L'objectif visé, c'est 30. Deuxièmement, les programmes de formation ne sont pas adaptés aux réalités de la Côte d'Ivoire. Vous savez, aujourd'hui, on parle d'insécurité, on parle d'incivisme, on parle de banditisme, parce que dans les programmes qui sont enseignés à l'école, dès le primaire, l'accent n'est pas mis sur la culture de ces valeurs. Et donc, Dr Simone Évêque Gbagbo envisage de réintégrer, de renforcer la part de promotion des valeurs dans les programmes qui sont enseignés, la part de promotion de la culture. Et donc, les langues maternelles seront enseignées dès le primaire. Une fois que Dr Simone Évêque Gbagbo sera au pouvoir, la culture qui est à peine évoquée aujourd'hui. Vous allez continuer sur ce point après ma question. On a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Comment enseigner les langues maternelles déjà au primaire? Les 60 ethnies en Côte d'Ivoire sont organisées en ce qu'on appelle les langues à forte audience. Bien. Et donc, dans un premier temps, vous savez, ce projet, il a existé. Le projet... On s'imagine un élève qui est peut-être un Yakuba, à qui on apprend peut-être le malinké, le baoulé et la langue bété. C'est une plus-value pour lui. Ce Yakuba conforme. Et s'il ne comprend pas déjà sa langue? Il va comprendre sa langue. Pourquoi? Parce qu'on a une politique culturelle qui prend en compte la promotion des langues maternelles. Okay? Et donc, à la maison, sa famille, c'est vrai que la langue, le premier lieu d'apprentissage d'une langue, c'est la famille. Et donc, sa famille va l'emmener à comprendre cette langue-là. Mais il pourra la comprendre ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il va exister des passerelles. Okay? Mais le fait même qu'il soit Yakuba et qu'il apprenne une autre langue est une plus-value pour lui. Vous savez, simplement dans les CV, quand on fait les CV, on nous demande les langues qu'on comprend. Et c'est un avantage de comprendre plusieurs langues. Ce Yakuba qui va se retrouver dans un espace malinké pourra travailler aisément parce qu'il comprend, pourra travailler aisément dans un espace baoulé parce qu'il aura appris le baoulé. Okay, donc, ça sera Vous étiez en train de façon progressive. Voilà. Et donc, aujourd'hui, dans les programmes, quand on a regardé, les cultures sont juste évoquées. On va dire les chefs traditionnels, on n'en dit pas grand-chose. On va parler de certaines danses traditionnelles, on va parler de certains masques. On pense que la culture fait partie des socles de l'individu, de l'humain. C'est à partir de sa culture qu'il se développe. Vous regardez les pays qui se sont développés, qui sont dits développés aujourd'hui, accordent beaucoup d'importance à leur culture. Et c'est nous qui ne sommes pas développés qui pensons que la culture est du folklore. Et donc, un programme particulier de valorisation de la culture dans les programmes scolaires sera initié. Nous allons élever le niveau de formation des enseignants. Parce que le niveau est bas? Oui. Et ce n'est pas nous seulement qui le disons. En Côte d'Ivoire, on a des exemples tous les jours sur les réseaux sociaux où on présente des images d'écriture au tableau ou dans les cahiers d'enseignants avec des fautes. Et donc, ces enseignants qui ont pour la majorité fait l'école primaire, leur classe primaire, dans les années 90, 2000, aujourd'hui, on met la faute forcément sur le pouvoir en place. Pourquoi? Comment comprendre cela? Parce que le pouvoir en place recrute des enseignants avec le niveau BEPC. Avec le niveau BEPC. On a des élèves en classe de 3e. Certains enseignants, pas tous les enseignants forcément. Désormais, le concours de CAFOP est réservé au niveau bien BPC. Ouvert déjà à BPC. C'est des instituteurs adjoints qui sont recrutés actuellement en Côte d'Ivoire. On avait les instituteurs ordinaires, on ne les recrute plus. Le niveau bac, je veux dire, donc c'est niveau BEPC. Dr Simone Évêque Gbagbo va recruter les instituteurs avec le niveau licence. Ils vont donc passer d'instituteurs au rang de professeurs des écoles. Et les professeurs du secondaire, il y aura une harmonisation des grades. On n'aura pas de professeurs de collège et de professeurs de lycée. Pourquoi? Parce que le professeur de collège qui enseigne le français ou les mathématiques ou l'histoire géo se retrouve quelquefois à enseigner, quand il y a déficit, à enseigner les mêmes matières dans les classes du lycée, alors qu'on le paye en tant que professeur du collège. Ils seront recrutés désormais avec le niveau master et auront les avantages financiers qui accompagnent justement leur nouveau grade. Donc, ils seront professeurs du secondaire, les instituteurs seront professeurs des écoles avec le niveau licence. Dans le privé, parce que justement, l'enseignement est privatisé, est presque privatisé en Côte d'Ivoire. Et donc, on a des enseignants qui sont dans le privé, qui ne passent pas par les CAFOP et qui ne passent pas par et qui sont très mal payés. Qui sont très mal payés, là encore. Et donc, quelquefois, on ne respecte même pas ce qu'on a appelé le SMIC. Okay? Ces enseignants vont bénéficier d'un programme de passage, pas dans le même temps que les enseignants du public, d'un programme de passage
au secondaire, pour les instituteurs, ils vont passer 6 mois. Ceux qui enseignent le primaire ou privé vont passer 6 mois dans les CAFOP et ceux qui enseignent au secondaire vont passer 1 an dans les écoles normales supérieures de la Côte d'Ivoire. De sorte justement à rehausser leur niveau. Et quand leur niveau est rehaussé, les élèves qu'ils enseignent en bénéficient grandement. Quand les infrastructures sont suffisantes, quand des classes peuvent accueillir, quand les élèves ne sont pas assis, quelquefois par 5, comme c'est le cas actuellement au collège moderne de Cocody, Sogefia, au lycée moderne de Bonoukou, ils apprennent mieux et puis l'enseignement de qualité est assuré. Et donc, il y aura la garantie d'un enseignement de qualité et un enseignement équitable. L'enseignement est déjà obligatoire, c'est une mesure que nous saluons, qui a été initiée depuis Laurent Gbagbo, et donc cette mesure va continuer, mais la qualité sera renforcée. Bien. Alors, Donatien Robé, quelle est la vision éducative de votre candidate pour les 5 prochaines années et un regard également sur le système éducatif? C'est la seule question sur ce point. Alors, merci. Alors, je voulais quand même, je suis quand même encore déçu que le représentant du RHDP ne soit pas là parce que c'est également une chance pour vos il y a quand même, candidats. je vais vous donner un chiffre. Dans le secondaire général, 77% des écoles sont privées. Dans le secondaire général, que 23% qui sont publics. 63% des élèves dans le secondaire général vont à l'école privée et vous n'avez que 37% qui vont à l'école publique. C'est clair. Tout à l'heure, il a dit, le représentant de Simon Gbagbo l'a dit, l'école est privatisée. Ce n'est même pas presque privatisé, l'école est privatisée en Côte d'Ivoire. Alors, souvent, je souris quand je vois sur des plateaux de télé les représentants du RHDP qui disent qu'on a construit des salles de classe. Mais ces salles de classe, pourquoi on ne les voit pas? Parce que quand Laurent Gbagbo partait du pouvoir, il y avait 75% d'établissements dans le secondaire général qui étaient privés. Le président Ouattara est venu et rajouter 2 points. Donc, on est à 77%. Je voulais quand même faire la genèse. Je vais vous expliquer. En 1992, parce que dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, les bailleurs de fonds ne voulaient plus qu'on investisse dans l'école. En 1992, l'État de Côte d'Ivoire a signé une convention avec les écoles privées laïques. Qui était Premier ministre? M. Alassane Ouattara. Ils ont signé cette convention pour concéder une partie du service public de l'enseignement au privé. Ça a été fait. Je peux comprendre qu'en 1992, on était sous programme d'ajustement structurel, donc voilà, on n'avait pas d'argent. En 1995, le président Bédié a formalisé cela par une grande loi sur l'école. En 2008, le président Gbagbo, je peux comprendre encore en 1995, avec le président Gbagbo, président Bédié, on était encore sous programme d'ajustement structurel. En 2008, Laurent Gbagbo, sous sa gouvernance, avec comme ministre Bleu-Lenné, a pris un arrêté pour instaurer les frais complémentaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les écoles du privé ont demandé que, parce que l'État donne 120 000 francs pour de la 6e à la 4e et 140 000 francs de la seconde à la terminale. Pour chaque élève. Ouais, pour chaque élève, pour les élèves affectés. Et donc, ils ont demandé qu'il y ait une hausse de ces montants-là. Et comme la Côte d'Ivoire était sous l'effet d'homme de guerre que je vous ai expliqué tout à l'heure, la Côte d'Ivoire n'ayant pas les moyens, Laurent Gbagbo a permis que les charges supplémentaires ou complémentaires soient prises en charge, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, par les parents d'élèves. Ce qui a fait qu'à partir de 2008, on a constaté des frais complémentaires dans les écoles. Malheureusement, ces frais complémentaires sont tellement devenus exorbitants pour les parents d'élèves qu'aujourd'hui, si on oriente votre enfant dans une école où la 6e coûte 200 000 francs, vous avez 80 000 francs que vous devez payer. Et ça, même dans le supérieur, les BTS, c'est pareil partout. Vous comprenez que l'État s'est désengagé dans le financement de l'école. Donc l'école est devenue privée. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'école aujourd'hui est dirigée par le privé au point où ce privé-là tire vers le bas notre système éducatif. Parce que celui qui crée une école, son objectif, c'est de faire de l'argent. C'est un homme d'affaires. Donc, il cherche à baisser les charges, ses coûts. Le problème, c'est qu'en le faisant, il y a moins de salaires qui sont payés, les salaires ne sont pas élevés, le personnel n'est pas bien rémunéré. Conséquence, on recrute des gens qu'on va sous-payer
justement parce qu'on veut rentabiliser son affaire. C'est le problème de l'école aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait à nouveau il faut inverser ces chiffres-là. Il faut que l'école publique soit le fer de lance de notre système éducatif, de façon à ce que cette école-là puisse être accessible. Parce que c'est l'école publique qui est accessible. Si l'école privée domine, évidemment, cette école-là ne peut pas être accessible. Donc, le candidat Awadon Melo veut avoir cette volonté politique-là d'investir massivement dans l'école. De façon déjà, avant même de faire des réformes sur le contenu des formations, il faut qu'on inverse cette tendance-là, de façon à ce que l'école publique soit en avant et que vienne après l'école privée. C'est comme ça qu'on peut améliorer le système. Vous savez qu'on a organisé les états généraux de l'éducation nationale et on a laissé de côté les écoles privées. Pourtant, ces écoles-là sont le fait de lance de notre système éducatif. Il y a des gens, je salue mon jeune frère Yoboué Kwaku, qui est enseignant du privé, mais qui sensibilise l'opinion pour que les gens se rendent compte que si on ne fait rien, notre système éducatif sera rabaissé. Mais pour le relever, je pense que les Ivoiriens feront en sorte que le 25 octobre au soir, le docteur Awadon Melo soit le président de la République et qu'il puisse réformer ce système éducatif de façon à ce que l'école publique redevienne l'école qui domine notre système éducatif. Bien. Et votre programme, votre vision pour la santé en Côte d'Ivoire? La santé, sans doute... la santé est confondue au social parce qu'il y a aussi l'assurance maladie qui est liée au système, qui est liée à l'organisation des soins. Donc, il y a la CMU qui existe. Awadon Melo il ne veut pas supprimer la CMU. Il ne fera pas comme le RHDP. Quand ils sont venus, ils ont supprimé la loi sur l'AMU. Or, l'État étant une continuité, on aurait voulu qu'il continue et que s'ils veulent changer certaines choses, ils changent. Mais et puis, au final, on s'est rendu compte que ce sont les mêmes éléments. C'est le même système bismarckien qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que la CMU, l'AMU, c'était le système bismarckien classique. Mais la CMU, quand vous lisez la loi, quand vous voyez le fonctionnement de la CMU, c'est aussi le système bismarckien. Awadon Melo veut faire en sorte que déjà, au niveau de l'offre de soins, l'État puisse encore investir massivement. Je rappelle qu'il veut mettre en place un fonds souverain. Vous allez dans les pays du Golfe, ils ont tous des fonds, la plupart de ces pays-là ont des fonds souverains qui permettent de financer toutes ces structures-là qui doivent soutenir le pays d'un point de vue économique. Et donc, il va faire en sorte que l'école soit financée massivement, de façon à ce que, comme je l'ai dit, qu'on inverse la tendance. Mais la santé aussi sera massivement financée. Il faut faire en sorte que, par exemple, les paysans qui vont devenir des fermiers aient des soins gratuits. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui va prendre en charge ces soins-là. Il faut faire en sorte que la santé soit accessible à tous. Parce que, vous savez, la santé est un bien privé, mais c'est aussi un bien public. Donc, il faut faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire puisse faire en sorte que les Ivoiriens puissent pleinement avoir accès aux soins et que, évidemment, vous savez que quand quelqu'un a accès aux soins, c'est le capital humain qui est développé parce que le docteur Awadon Melo veut investir dans le capital humain. Cela suppose qu'il faut qu'il y ait une politique de santé efficace avec une offre de soins bien étoffée et une demande de soins solvable. Et il faut aussi que si la demande de soins doit être solvable, il faut un système d'assurance maladie. Alors, il a choisi un système mixte. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le système bismarckien pour ceux qui travaillent, classique, c'est-à-dire cotisation, ticket modérateur. Et puis, de l'autre côté, il y a un système national, à l'image un peu de ce qui se passe à Cuba. Cuba est l'un des pays les plus... C'est un pays pauvre, mais en matière de système de santé, c'est un pays qui est au top. Donc, les Américains vont se soigner à Cuba. Mais ils ont un système national de santé, c'est-à-dire que l'État investit beaucoup d'argent dans la formation, dans le plateau technique. C'est important. Ça ne sert à rien que, par exemple, vous ayez des centres de santé, parce que je vois que le RHDP fait cette publicité-là. Aujourd'hui, vous avez un hôpital à moins de 5 km. Finalement, à quoi ça sert d'avoir un hôpital à moins de 5 km de l'habitant si dans cet hôpital-là, il n'y a pas de service public? Je rappelle un chiffre. Il y a ce qu'on appelle l'indice de couverture des services
essentiels de santé. Cet indice-là, en fait, c'est l'indicateur 381 des ODD, des Objectifs de développement durable. Et il est lié au 382, qui est aussi lié aux dépenses catastrophiques de santé. Alors, cet indice-là, la Côte d'Ivoire a 45 sur 100. Il va de 0 à 100. En dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne. Mais plus grave, les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, la Côte d'Ivoire appartient à cette catégorie de pays. La moyenne de ces pays-là, c'est 58. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire a 45, la moyenne, c'est 58. Mais les gens de l'OMS, qu'est-ce qu'ils font, les techniciens? Eux, quand vous dites que vous avez un hôpital à moins de 5 km de l'habitant, ben, ils vont dans cet hôpital-là pour savoir s'il y a les services essentiels. Ils vont, parce que cet indice-là, c'est un indice composite. Hein, il est composé de 14 indicateurs. Ensemble, vous proposez d'améliorer le plateau technique. Oui, mais parce que, vu ce que je viens de vous expliquer, la Côte d'Ivoire doit améliorer le plateau technique, d'abord l'offre de soins, former les agents de santé et améliorer par une assurance maladie bien financée, améliorer la demande de soins. Bien, merci Donatien Robé pour cet éclairage. Alors, docteur Adou, comment votre candidat compte-t-elle lutter dans le domaine de la santé? Quelle est sa vision de ce domaine-là? Qu'est-ce qu'elle compte apporter aux Ivoiriens à ce niveau? Sur la base de l'état des lieux qui a été fait par M. Donatien Robé, que nous partageons, les plateaux techniques seront naturellement renforcés, les capacités opérationnelles des hôpitaux seront renforcées. Des hôpitaux régionaux de prise en charge de certaines maladies, comme l'insuffisance rénale, comme le cancer, qui malheureusement aujourd'hui commence à devenir un problème de santé publique, des hôpitaux régionaux seront construits. Vous savez, il est difficile en Côte d'Ivoire de prendre en charge certaines maladies à l'intérieur du pays. Tout le monde, on référence les malades régulièrement et tous les jours à Abidjan, dans les CHU, qui sont en train d'être réhabilités, et qui sont débordés. Vous allez dans des centres de santé, dans des services au CHU, vous trouvez des malades qui dorment à terre. Avec le taux de croissance qu'on a, avec le fait justement que les hôpitaux soient à moins de 5 km, avec tout ce qu'on raconte dans les médias. La réalité est que la santé aussi va mal, malheureusement. La santé fait partie de la souveraineté des États. Et donc, c'est à l'État de prendre en charge, de prendre ses responsabilités. On a confié, la santé en Côte d'Ivoire est aussi en train d'être privatisée. On est en train de confier le soin des Ivoiriens à des secteurs privés, à des cliniques privées qui commencent à... C'est pour cela justement que vous les voyez pousser partout, parce que l'occasion leur est donnée de récupérer ce qui doit revenir à l'État. Il y a certaines cliniques qui sont également fermées. Oui, justement, certaines cliniques qui ne respectent pas de... Bien. Oui, je conseille. Docteur Simone Évêque-Babo va doter tous les hôpitaux publics d'au moins une couveuse. D'au moins une couveuse. Pour certaines réalités liées au changement climatique, liées à la précarité socio-économique des ménages, on a de plus en plus de bébés qui naissent avant le terme. Et donc, ça devient aussi un problème de santé publique. Malheureusement, les hôpitaux ivoiriens n'en sont pas dotés. Pourtant, ça ne coûte même pas grand-chose. Donc, l'État va prendre ses responsabilités à ce niveau-là. Il y a la valorisation des compétences acquises par les médecins. On a des médecins qui sont formés, qui sont médecins, qui exercent et qui investissent de leur poche pour acquérir d'autres compétences et qui ne sont pas reconnus par l'État dans le traitement salarial. Je veux dire quoi? Quelqu'un qui décide d'aller renforcer sa capacité à l'international ou sur place à distance, il est désormais un peu plus qualifié. L'État devrait applaudir, l'État devrait l'accompagner et inciter tous les médecins à faire autant. Mais on ne reconnaît même pas, de sorte qu'il se sent obligé d'aller vendre ses connaissances au privé. Et donc, on a des médecins spécialistes qui ne sont que dans des privés. Il y a des spécialités qu'on ne retrouve que dans les hôpitaux privés, alors qu'on a des hôpitaux publics. Donc, ce problème-là sera réglé. Il y a la diaspora ivoirienne qui est beaucoup qualifiée. Des pays d'Europe ont manqué de médecins, la France notamment, je vais citer, de sorte que beaucoup de cerveaux sont restés après les formations. Il y aura un programme d'encouragement du retour ou de mise en relation, parce que la médecine à distance, ça commence à exister, et donc la technologie sera intégrée à l'intelligence artificielle. On a à côté de nous la Guinée qui en profite, parce qu'il y a un inventeur guinéen. L'État guinéen a eu confiance en un inventeur guinéen qui a créé un appareil qui permet de faire certains diagnostics à un certain niveau. Donc l'intelligence artificielle, les infrastructures de technologie numérique vont être renforcées en Côte d'Ivoire, de sorte justement à rehausser. Nous envisageons créer ce qu'on appelle le tourisme médical. Et donc ce tourisme médical
va partir de la certification des hôpitaux qui existent et de la construction d'autres hôpitaux qui n'existent pas. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont un peu d'argent sortent pour aller se soigner. Soit au Maroc, soit au Mali, parce qu'il y en a beaucoup qui vont au Mali. Il paraît que les ophtalmologues maliens sont mieux que les Ivoiriens. Certains vont pour des soins de santé des yeux qu'on pourrait régler ici. Okay? On va en Tunisie, on va, etc., on va, etc. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne pourrait pas recevoir? Ça a déjà existé. Il n'y a qu'à renforcer les plateaux techniques. À quel moment? Sous Houphouët-Boigny, ça existait. Des gens venaient d'ailleurs pour se soigner en Côte d'Ivoire. Des gens venaient d'ailleurs pour se former dans les écoles agricoles en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne viennent plus? Ça veut dire qu'il y a un problème. Bien. Donc, le tourisme médical que nous allons initier permettra, pour terminer, il y a des maladies liées à l'âge. Les personnes âgées sont laissées, mais dans cette affaire, sont laissées pour compte. Et donc, Dr Simone Evé-Gbagbo entend construire des centres gériatriques qui vont prendre en compte les soins des personnes âgées. Parce qu'il y a des maladies qui sont naturellement liées à l'âge. Bien. Alors, nous allons parler maintenant pauvreté. C'est probablement l'un des derniers points que nous pourrions aborder, question de temps. Quelles mesures concrètes pour réduire la pauvreté et les inégalités en Côte d'Ivoire, Dr Adou? Rapidement, quand l'agriculture est modernisée et mécanisée, elle devient professionnelle. Donc, cette idée du retour à la terre, qui est synonyme d'échec dans la vie, va disparaître. Je rappelle que l'autosuffisance alimentaire que nous envisageons, que Dr Simone Evé-Gbagbo vise, sera confiée aux jeunes qui seront, comme je l'ai dit, formés et accompagnés financièrement. Et donc, création d'emplois par l'agriculture, création d'emplois par les PME, les initiatives qui seront justement encouragées, encadrées et financées, création d'emplois par la formalisation du secteur informel. À partir de ce moment, le pouvoir d'achat de l'Ivoirien va augmenter. Et quand le pouvoir d'achat de l'Ivoirien augmente, et que, parce qu'il y a production locale, est renforcée, parce que certains produits ne sont pas exportés, donc il y a des valeurs ajoutées, il y a la cherté de la vie qui va baisser, le niveau de la vie qui va baisser. Quand le train de vie de l'État a été diminué à un certain niveau, l'inflation peut être à ce niveau-là aussi. C'est ressenti au niveau de la population. Et donc, la pauvreté naturellement va. Et puis, les mesures sociales que je n'ai pas pu citer parce que là, bien, vous me signalez. Pour question de temps. Voilà. Bien. Alors, Donatien Robé, quelle politique pour lutter contre la pauvreté et les inégalités? Alors, je crois que le docteur Aguado Milo était chez vous sur votre plateau. Suffisamment, il a expliqué sa politique et je vais quand même revenir sur certains points. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'hier. Je voulais quand même dire, parce que je vois que le gouvernement Ouattara, depuis quelques années, parle du taux de pauvreté qui aurait baissé. Parce qu'on a une croissance économique, donc le taux. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Malheureusement, encore une fois, ils ne sont pas là, parce que quelle méthode on utilise pour calculer le taux de pauvreté dans un pays informel? Il faut savoir qu'il y a deux principales méthodes. Le seuil de pauvreté relatif, le seuil de pauvreté relative, on va dire, qui est utilisé en Europe, en France, dans toute l'Union européenne, mais qui tient compte d'un pourcentage du salaire médian. Vu que notre économie est essentiellement informelle, évidemment, on ne peut pas connaître le salaire médian. Donc, cette méthode, on la met de côté. Elle ne nous concerne pas, on ne peut pas l'utiliser. La seule méthode qui nous reste, c'est le taux de pauvreté absolu, qui tient compte d'un panier annuel de consommation minimale. Ça veut dire quoi? Vous avez dû entendre parler, vivre avec tous ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui n'ont pas 1,25 ou 35 $ par jour. Ça, c'est le seuil de pauvreté absolu. Et c'est ce que nous utilisons. Et pour avoir le taux de pauvreté qui se passe, l'Institut national de la statistique, alors maintenant c'est l'Agence nationale de la statistique, mais cet institut-là fait ce qu'on appelle des enquêtes de niveau de vie. Voyez-vous, je plante le décor, j'explique pour que vous puissiez comprendre. Mais dans cette méthode n'est pas faite pour les pays. Tous les pays en voie de développement utilisent cette méthode. Elle n'est pas faite pour nous. Parce que nous n'avons pas de statistiques détaillées. Et nous avons des activités, nous qui avons une économie informelle, nous avons des activités non marchandes qui sont très nombreuses. Je prends l'exemple, par exemple, de l'autoconsommation. C'est-à-dire que le paysan qui produit du manioc, qui le consomme, comment l'enquêteur, s'il lui demande combien il dépense par jour pour manger, mais il ne peut pas le chiffrer, il peut pas, de façon monétaire, il ne peut pas dire combien il dépense. Voyez-vous que dans cette méthode, il y a des biais. Donc, moi, quand je vois ce genre de taux-là, c'est un taux en réalité qui peut être manipulé par le politique. Ouais. Parce que l'enquêteur qui est en face d'une telle situation, combien il marque sur sa feuille pour le déploiement de l'enquête?
ils vont tricher. Bien. Et en ce moment, c'est le politique qui va commander, on va dire en griffe, un taux de pauvreté parce qu'il y a la croissance. Donc, il va lier la croissance économique à la réduction du taux de pauvreté. Non, ça ne marche pas. Je pense que déjà, il faut que nous ayons notre méthode. C'est comme, rapidement j'y vais, c'est comme le taux de chômage. C'est-à-dire qu'on nous dit 3,5%, mais on oublie de nous dire que c'est un taux BIT. Et les critères du BIT ne tiennent pas compte de ce qu'on appelle des emplois précaires. Ce qu'on appelle un halo du chômage. C'est-à-dire que tout ce qui est autour du chômage, tous ceux qui n'entrent pas dans le critère, parce que un des critères, si vous avez travaillé ne serait-ce qu'une heure dans la semaine de référence, vous n'êtes pas considéré comme au chômage. Bien. Et pour parler de manière imagée, un jeune qui a un doctorat, qui est gérant d'une cabine, n'est pas considéré également comme un chômeur. On considère qu'il travaille parce qu'il a un petit salaire, mais est-ce que ce salaire convient à sa formation? Est-ce que ce salaire lui permet de cotiser pour sa protection sociale? Est-ce que ce salaire lui permet de se prendre en charge sa famille? Non, mais c'est ce qu'on appelle le halo du chômage. Mais on ne tient pas compte, on donne un taux comme ça, on ne précise pas que c'est un taux BT. Moi, ce que je veux, le ministre, Domelo veut déjà revenir sur cette méthode-là. À côté de ce taux BIT, il va avoir une méthode de calcul du taux de pauvreté. Parce que s'il y a une autre méthode qui tient compte de nos réalités, on aura forcément aujourd'hui autour de 40-50% de taux de pauvreté. Merci. Normalement, nous sommes au terme de cette émission, mais de manière exceptionnelle, je vais vous accorder tous 1 minute chacun. Ce sera en même temps votre mot de fin et un mot également sur les questions de logement en Côte d'Ivoire qui sont parfois à des coûts très élevés. On commence par vous, Donat Saint-Robé. Un mot sur les logements, l'électricité, l'eau en Côte d'Ivoire et votre mot de fin. 1 minute 30 rapidement. Alors, la vie est chère, je n'ai même pas besoin de le dire. Ceux qui nous regardent savent très bien que le logement, l'électricité, tout est cher. Mais justement, la rupture que veut opérer Awa Domelo, elle est là. C'est-à-dire que si nous arrivons à nous réapproprier, par exemple l'électricité qui est chère, on nous parle de taux d'électrification, de taux de couverture. Mais si on rentre dans les détails, il y a des pièges. Parce qu'il suffit que l'État mette 2-3 poteaux dans une localité, on trouve que cette localité est desservie. Mais on ne tient pas compte. C'est-à-dire que le poteau peut être là, mais les habitants eux-mêmes peuvent ne pas avoir l'électricité. Parce que l'électricité est chère. L'électricité est fabriquée aussi, en quelque sorte, avec le gaz que nous ne gérons pas. Du coup, tout ça fait que le coût de la vie augmente. L'électricité est chère, le logement est cher, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a augmenté le SMIC, on a fait la réforme paramétrique du système de retraite. Tout ça a contribué à augmenter le coût de la vie. Donc, malheureusement, l'Ivoirien ne sait même plus à quel se vouer. Le docteur Awa Domelo veut faire en sorte que l'Ivoirien sente que le coût de la vie a baissé. Mais ça, c'est dû au fait que l'État, il n'y a pas de volonté politique pour réduire le coût de vie. Bien. Merci, Donat. Le coût de la vie. Bien, merci. Docteur Adou, quelle proposition de votre candidate sur les questions d'électricité, eau et logement en Côte d'Ivoire? 1 minute 30 rapidement pour terminer. Quand la base, la production de l'électricité, le gaz sera maîtrisé par nous, l'électricité va diminuer. Quand les productions des matériaux qui rentrent dans la construction des maisons sera maîtrisée par nous, à partir de nos sous-sols. Le fer, par exemple, on l'exporte, alors qu'on construit avec beaucoup de fer. À l'exception du fer, tout est généralement, pas tout, mais la grande partie, c'est ici. Le ciment est fait sur place. Le fait que ce soit fait sur place ne signifie pas que ce soit fait par des Ivoiriens. C'est fait sur place, mais pas par des Ivoiriens. Et donc, c'est aussi rapatrié. Quand tout cela sera fait par des Ivoiriens, quand les champions nationaux, justement, seront valorisés, le coût va baisser. Et donc, naturellement, quand le pouvoir d'achat va augmenter, il y a des charges qui seront plus supportables. Je voudrais terminer pour dire que, vous savez, l'Ivoirien vit dans un stress pas possible tous les jours. L'Ivoirien a peur de demain. Le parent a peur de la rentrée. Il a peur des fêtes de fin d'année. Le jeune a peur de demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune politique sociale dans ce pays. Ça fait 15 ans que nous avons souffert de la cherté de la vie. Nous le disons tout le temps, la vie est chère. L'occasion est donnée d'arrêter cette cherté de la vie. L'occasion est donnée de choisir Simone Evé Gbagbo, justement pour renouer avec la joie, pour que l'Ivoirien soit content et fier de vivre dans son pays et non le fuir étant l'aventure du désert et de la mer. Ce n'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens qui soient obligés souvent d'investir 2 millions parce qu'il n'y a pas d'opportunité en Côte d'Ivoire.
Il investit 2 millions pour aller mourir en mer ou pour passer par le désert pour gagner. Alors qu'il aurait pu, s'il avait des opportunités en Côte d'Ivoire, il aurait pu investir justement ces 2 millions et souvent plus. Et donc, l'espoir est possible. Docteur Simon Évêque-Gbagbo vient justement pour donner l'espoir aux Ivoiriens et pour permettre que la Côte d'Ivoire... Vous n'avez pas fait votre mot de fin rapidement, 15 secondes. Alors, effectivement, moi, j'invite les Ivoiriens à voter massivement pour Awadou Melo parce qu'il veut opérer une vraie rupture avec la gouvernance qu'on a eue jusque-là. Il veut que les Ivoiriens se réapproprient leur économie. Il veut faire en sorte qu'il ait une souveraineté monétaire. Il veut faire en sorte qu'il ait un fonds souverain pour aider justement les Ivoiriens à faire face aux difficultés de la vie. Donc, je pense qu'au soir du 25, les Ivoiriens, chaque Ivoirien, même à partir d'aujourd'hui, doit essayer de réfléchir et comprendre qu'il faut voter Awadou Melo pour que tout ce qu'il recherche depuis 15 ans que le président Ouattara est là, tout ce qu'il recherche, qu'il puisse l'avoir en termes de gains de productivité, en termes de pouvoir d'achat et en termes d'accès aux soins. Bien. Merci à vous, Monsieur Donatien Robé. Je rappelle que vous êtes membre de l'équipe de campagne du candidat Awadou Melo et par ailleurs son conseiller technique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi, Dr Adou Amadou Ouattara, membre de la direction nationale du MGC, le mouvement des générations capables, et de la campagne, de l'équipe de campagne de Dr Simon Évêque-Gbagbo. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ce débat, vous l'aurez compris, est une tribune d'idées, un espace d'équité pour mieux comprendre les projets en présence des différents candidats en lice à cette présidentielle ivoirienne. Entre deux news spéciales présidentielles revient demain à 19h30 avec un nouveau thème, le modèle de gouvernance des candidats. Nous avons, je précise, invité tous les candidats à défaut de se faire représenter par des personnalités sur ce plateau. Restez sur Reflet TV, la chaîne du débat citoyen. Bonne soirée. Espérons que vous avez beaucoup appris de ce débat avec nos téléspectateurs. Mais avant, comme le veut cette émission qui souhaite voir une Côte d'Ivoire solidaire, réconciliée et ensemble, nous allons inviter nos différents co-débatteurs à venir ensemble se saluer pour marquer, bien sûr, la fin de cette cérémonie. Pardon, voilà, cette émission. Voilà. Merci. On va ensemble se saluer. Voilà. Merci. Bonsoir.